Eh bien écoutez, on va, après cette pause, ce moment d'échange, de discussion, on va commencer la seconde table ronde. Donc cette fois intitulée Un engagement en faveur de produits moins ultra transformés à différentes échelles. Alors moi j'ai de la chance, je reste sur l'estrade, mais avec 4 autres camarades. Donc par ordre alphabétique cette fois, j'ai appelé Marine Balmès, s'il vous plaît, Balmins, à me rejoindre. Carole Galissan. Julia Terpman-Perrault et enfin Barthélémy Peuchot qui est un petit peu le godfather de cette demi-journée. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai à ma gauche Marine Balmins. Vous êtes chef de groupe marque chez Coopérative Biocop et donc vous allez nous parler à la fois de la prise de conscience de cette question de l'ultra-transformation et comment, dans l'activité quotidienne, comment dans les choix stratégiques d'une coopérative comme Biocop, on met en place concrètement des thématiques comme ça. Carole Galissan, vous êtes directrice transition alimentaire et nutrition chez Sodexo, mais vous avez aussi une deuxième casquette qui est d'être la présidente de la commission nutrition du SNRC. À votre droite, ça fait beaucoup d'orientation pour mon petit cerveau. À votre droite, Julia Terpman-Perrault. Alors vous êtes coordinatrice du collectif En Vérité. On a déjà eu une première approche lors de l'introduction. Bien sûr, on vous demandera comment est-ce que, les actions, la vision, les valeurs qui sont portées par le collectif. Et enfin, est-il vraiment besoin de le représenter ? Oui. Là, normalement, je devrais entendre un non, mais j'ai entendu un oui. Donc, Barthélémy Peuchot, cofondateur de l'entreprise Nudge. On ne va pas se vous voyez, on se connaît. Donc, tu nous diras un petit peu comment cette question de l'ultra-transformation, d'une part, comment ta prise de conscience, votre prise de conscience de cette question de l'ultra-transformation, et comment ensuite, au sein d'une entreprise, comment on crée une offre autour de ça et comment on déploie des valeurs autour de ces questions-là. Alors, ma première question, elle est pour vous quatre. Je vais vraiment mettre les pieds dans le plat. Alors quand on parle d'alimentation, c'est toujours facile d'avoir des métaphores un petit peu improbables. Donc je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui bloque pour réduire les produits ultra transformés dans le monde agroalimentaire ? Allez, Marine Balmins, vous êtes à côté de moi. Je me lance. Allez, c'est à vous. Alors moi, je ne suis pas côté industriel, mais côté distributeur. Mais pour le coup, donc, je travaille sur la marque de Biocop. C'est la marque qui est fabriquée donc, pour nos produits Biocop avec différents industriels. Donc on a quand même pas mal de contacts. Moi, ce que je me rends compte, c'est le premier sujet, c'était déjà peut-être la prise de conscience. On en a parlé au début de cet échange-là. Peut-être que déjà la prise de conscience côté industriel, elle n'est pas là. Côté consommateur, les consommateurs ne demandent pas explicitement on veut des produits non ultra transformés. Ce n'est pas ce qu'ils nous expriment de prime abord. Ils nous disent on veut plus de naturel, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Mais finalement, il n'y a pas une attente consommateur exprimée comme ça. Et du coup, souvent, on attend que le consommateur nous dise ce qu'il veut. Et on vient, en tant que bon marketeur, lui présenter le bon produit. Donc, il y a peut-être ça qui freine le premier sujet. Le consommateur ne l'exprime pas forcément. Il n'y a pas forcément de prise de conscience de l'impact que ça peut avoir sur la santé, on en a parlé tout à l'heure. Et puis je pense qu'il y a aussi toute l'industrie agroalimentaire, tout l'aspect culturel qu'il y a autour de cette industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, de travailler la réduction de l'ultra-transformation, ça veut dire qu'on bouscule un peu notre façon de faire, ça veut dire qu'on est prêt à utiliser des matières premières qui coûtent plus cher. Donc il y a ce sujet du prix, je pense qu'on en reparlera dans les différents échanges, mais ce sujet du prix, comment j'arrive à tenir un prix qui reste accessible, comment est-ce que j'arrive, finalement ces ingrédients ultra transformés sont pratiques, ça permet d'avoir un process de fabrication qui va plus vite, donc on gagne en productivité, on produit plus, ça coûte moins cher. Ça permet aussi ces ingrédients ultra transformés de rallonger les durées de vie, et du coup ça aussi c'est un sujet pour l'industrie agroalimentaire. Donc finalement il y a aussi toutes ces contraintes là de se dire voilà, ça avait bien des avantages de les utiliser, donc comment on fait sans et comment aussi on arrive à du coup à l'exprimer au conso qui aujourd'hui n'a pas un attendu fort, en tout cas il ne l'a pas exprimé comme tel, et comment aussi on vient aussi répondre à l'attente consommateur qui est autour toujours du goût. Il veut toujours se faire plaisir. Il a aussi un palais qui est un peu biaisé avec l'industrie agroalimentaire qui est passée par là, avec des goûts qui sont hyper boostés. Donc finalement, il attend un goût fraise hyper fort quand il mange un produit à la fraise. Il attend un jambon rose, on en parlait tout à l'heure dans les exemples. Est-ce qu'il est prêt à avoir un jambon gris ? Finalement, toutes ces petites habitudes qu'on a tous en tant que consommateurs ancrées dans notre quotidien, comment finalement on les lève en tant qu'industriel et comment on explique on peut faire
autrement, différemment, mais il y a des choses qui changent, le prix, le goût, la durée de vie. Julia, Terpman-Perrault, est-ce que vous partagez ça? J'imagine que vous partagez ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent selon vous? Alors, en effet, donc, nous, au sein du collectif En Vérité, on a du coup posé la question à nos adhérents, puisque du coup, c'est les premiers concernés par ces sujets. Et dans les freins, au-delà de la faisabilité industrielle, du prix, etc., il y a un élément aussi qui revient, c'est le manque de transparence et du coup, le manque de pédagogie consommateur. Donc, il n'est peut-être pas forcément demandeur, mais c'est peut-être parce que justement, il n'a pas l'information. Et donc, du coup, nous, la question, c'est comment on lui donne cette information. Et du coup, en fait, on en a parlé, retourner un produit, lire la liste d'ingrédients, etc., c'est compliqué. Le consommateur ne le fait pas forcément. Et du coup, les industriels qui font des efforts, comment on peut valoriser en fait, justement leurs efforts par rapport à ceux qui n'en font pas? Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé le collectif En Vérité. C'est pour pouvoir faire avancer la transparence dans le bon sens, donner l'information au consommateur et que quand il va choisir son produit, il puisse avoir accès à cette info. Donc, on a parlé du bandeau noir, on a parlé de l'allégation ingrédients simples également de Goum. Nous, l'an dernier, on a réalisé justement une étude auprès des consommateurs pour voir si ça complétait bien justement l'affichage du Nutri-Score. Et pour plus des 2/3, dans les deux cas, ils jugeaient l'information complémentaire entre le Nutri-Score et l'information d'ultra-transformation. Donc, on sent qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, le collectif En Vérité est là aussi pour aller voir du coup les pouvoirs publics et les personnes qui font bouger les choses au sein de l'État, etc., pour leur montrer qu'il y a des acteurs qui ont envie de faire bouger et essayer de faire avancer la loi là-dessus. Carole Galissant, vous qui êtes, une spécialiste, une professionnelle de la restauration collective, dans la restauration collective, par exemple, quels sont les freins? Alors déjà, un de nos freins majeurs, c'est la définition. Alors le PNNS nous dit réduire de 20% l'ultra-transformation, mais l'ultra-transformation, c'est quoi? Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas, d'ailleurs. Donc c'est difficile. Deuxièmement, de nos industriels, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde est bien conscient que les filières restauration collective, c'est absolument pas la GMS. Donc en fait, on ne reçoit pas des fois les mêmes produits qu'en GMS et ils sont même parfois reformulés. Et donc c'est un enjeu. Et un enjeu aussi majeur, c'est la logistique. Ça paraît dingue, mais nous, on a 4000 restaurants en France, du plus petit, de la plus grande cuisine centrale qui peut faire 50 000 ou un petit restaurant qui fait 50 couverts, en fait, qui est splitté dans tout le territoire. Et comment tous les produits peuvent aller dans chacun des territoires. Et d'ailleurs, c'est notre grand sujet. Souvent, quand on veut travailler avec des startups ou des plus petits industriels, en fait, c'est comment on arrive déjà au restaurant. Donc, en gros, on a déjà des freins techniques très simples de comment arriver au restaurant. Et puis, alors, le prix n'est pas un petit sujet en restauration collective. Alors, je ne veux pas qu'on... On ne va pas s'autoflageller. On a un sujet de valeur dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans l'assiette? Aujourd'hui, on est un segment d'activité, la restauration collective, qui est un niveau de réglementation, d'inflation de réglementation, 5 textes majeurs d'un temps record. Et avec en plus des choses qui sont des fois, qui me paraissent parfois injustes. Je vous donne un exemple du plastique. Nous, plus de plastique. Par contre, dans les supermarchés, on peut encore avoir du plastique et avoir des barquettes de plastique. Enfin, quelle est la logique d'action aujourd'hui? Donc, je suis ravie que la restauration collective soit considérée comme un acteur du changement. Génial. Mais tout seul, on ne va pas y arriver. Et surtout, rien que Sodexo, on est 8 hypermarchés. Donc, en gros, si Carole Galissant va voir Danone pour faire des reformulations, toute seule, je n'ai pas un pouvoir de dingue. Donc, il ne faut pas trop nous donner du pouvoir. On ne pourra pas fonctionner seul. Et je trouve que les freins aujourd'hui sont là. C'est que si la totalité de la filière n'avance pas dans le bon sens, on continuera, nous, à avoir des formulations un peu, parfois d'ailleurs étranges, et ça ne nous aidera pas, nous, à aller chercher les meilleurs produits aujourd'hui. Barthélémy, ces freins, est-ce qu'il y a d'autres freins que tu vois, toi? Moi, j'aurais peut-être un frein plus spécifique à un modèle start-up qui va être le financement, puisque en général, le capital risque va enflouer des entreprises qui vont avoir des brevets, qui vont créer un océan bleu, qui vont pouvoir avoir une unicité, une technologie. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on va chercher forcément à développer de la food tech
quand on va faire du capital risque. Et donc, à partir du moment où on ne fait pas de la food tech, Nudge, c'est un peu l'anti-food tech, c'est revenir à la vraie cuisine. On va plus s'intéresser des fonds à impact que des fonds de capital risque classiques. Et ça, forcément, ça va avoir un impact sur notre capacité à nous développer. Aujourd'hui, dans notre rayon, dans le rayon végétal, les marques les plus financées sont toutes des marques qui font des produits ultra transformés à 100%. Parce qu'elles mettent en avant une technologie et une capacité à faire un produit unique avec certains procédés. Et donc ça, pour moi, c'est une limitation dans le développement de produits naturels. C'est le fait que quand on fait de la vraie cuisine, on va peut-être avoir un produit qui est plus réplicable. Et si je peux juste dire un mot sur une façon de se protéger de ça, c'est le travail de l'ingrédient, revenir à l'ingrédient, à la filière. Et typiquement, nous, on travaille le fruit du jacquier. Et on travaille beaucoup sur la qualité de la pulpe du fruit. Et ça nous permet aussi quand même d'avoir un edge et de nous protéger. Donc il faut trouver d'autres choses que simplement le procédé technologique. Mais c'est quand même moins valorisé. Les venture capitalistes, on aime beaucoup les brevets. Merci. Marine Balmain, je me retourne vers vous. En fait, chez Biocop, comment elle s'est effectuée, cette prise de conscience envers les thématiques liées à l'ultra-transformation? Ça, c'est la première partie de la question. Bien sûr, c'était pas assez drôle, donc j'en ai mis une deuxième. Et comment, dans un second temps, elles ont été intégrées à la stratégie globale du groupe Biocop? Donc, Biocop, c'est une coopérative, en fait, et qui existe depuis plus de 30 ans. Et en fait, au tout départ, déjà, ce qui nous fait nous lever le matin, nous, c'est de développer l'agriculture bio dans un esprit d'équité et de coopération. Ça, c'est ce qui a été écrit il y a 35 ans, même bientôt 40, parce que c'est depuis 86, on a le même âge, donc je me suis rajeunie un petit peu. Et donc ça, c'est vraiment l'ADN de Biocop, c'est ça. Et finalement, développer l'agriculture bio et réduire l'ultra-transformation, donc consommer une alimentation plus naturelle, bon, il y avait quand même qu'un pas. Donc en fait, nous, ça a été une prise de conscience qui a commencé en 2020. Alors au tout départ, nous, on avait une ou deux personnes. Kelly Franck, qui a participé au départ, était pas mal en contact avec notre ingénieur R&D, Emmanuel Joie, qui nous a beaucoup sensibilisés à ces sujets-ci. On s'est dit, est-ce que c'est un sujet ou pas? Il fallait se dire vraiment qu'à l'époque, le gros sujet des marques, c'était le Nutri-Score. Non pas que le Nutri-Score ce soit pas bien, c'est pas du tout mon propos, mais c'est de se dire qu'il y avait des marques qui allaient chercher un Nutri-Score A ou B en rajoutant des ingrédients ultra transformés. Et donc nous, en fait, on s'est dit, nous, Biocop, ça fait pas sens d'aller chercher des bons Nutri-Score si c'est pour un peu faire un rétropédalage par rapport à la qualité des compositions de nos produits. Et du coup, notre enjeu numéro 1, avant même de se dire qu'on va apposer le Nutri-Score sur nos packs, ça va être de travailler nos compositions pour avoir des produits qui sont sans ingrédients ultra transformés ou sans marqueurs d'ultra transformation. Donc ça a été 2020, on a initié ça, on a dû sensibiliser beaucoup les équipes en interne parce qu'on était tous novices sur le sujet. Donc ça voulait dire former les équipes, ça voulait dire aussi sensibiliser nos sociétaires parce que Biocop c'est une coopérative, donc en fait chaque fois qu'on prend des grandes décisions, c'est voter. Et donc c'est par le vote des sociétaires qu'on a vraiment fait avancer ce chemin-là, puisqu'en 2020, on a fait voter le fait de plus avoir aucun cocktail de marqueurs d'ultra-transformation. Donc tout ça, c'est hyper technique, mais c'était histoire de ne pas avoir plusieurs ingrédients ultra-transformés dans nos produits. Donc on a fait ça en juin 2022. On a retravaillé 100 produits. Et puis là, depuis fin 2024, on a supprimé tous les arômes. Donc voilà, il y a ce truc là déjà de sensibiliser notre écosystème Biocop, de faire avancer, de faire voter des grandes ambitions pour nous faire avancer en fait sur ce sujet-ci. On a aussi donc formé les équipes, je l'ai dit, une ingénieure agroalimentaire ingrédient en interne qui est vraiment spécialiste du sujet. On s'est aussi fait accompagner par des prestataires externes. Nous, notre volonté, c'était aussi de pas labellisé non ultra transformé, donc vraiment d'avoir un garant, un expert externe pour nous garantir que ce que l'on fait, notre démarche elle est bonne. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec Goom depuis 2020, ou en tout cas avec Kelly depuis 2020. Et après, il a fallu embarquer nos fournisseurs. Donc, nous, on est distributeurs, on a nos bonnes idées. Et puis, on a le monde industriel en face de nous qui nous regarde et nous dit « Non, mais votre truc, vous êtes bien gentil, mais c'est impossible et ça va coûter très cher. » De toute façon, c'est tout le temps ça qu'on nous a dit au départ. Ça va coûter très cher. Et on leur a dit, allez-y quand même, testez.
faites des propositions, allez chercher des solutions. On avait des personnes en interne qui pouvaient aussi proposer des solutions. Kelly aussi qui nous disait on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Et finalement, on se rend compte que en fait, il faut changer la façon de développer les produits et de se dire on mise sur des ingrédients, des matières premières qui sont de qualité et c'est en sélectionnant cette qualité-là qu'on va pouvoir se passer d'ingrédients ultra transformés. Donc normalement, à l'écran, je crois, derrière moi. L'organisation est incroyable. C'est ça. Hein. Il y avait donc dans la slide d'avant normalement, mais il y avait comment on a supprimé les arômes. En fait, c'est vraiment un travail de fourmi. Alors il y a les premiers cas, c'est le cas du yaourt à la fraise, c'est de se dire on met pas d'arôme fraise, mais du coup ça veut dire qu'on met de la bonne fraise, qu'on en met beaucoup dans notre yaourt à la fraise, on en met 8%, et que cette fraise-là, il va falloir aller sélectionner une fraise qui est cueillie à maturité, qui a du goût, etc. Et donc il faut avoir laissé le temps à cette fraise de mûrir. Mais c'est des trucs hyper basiques. En fait, quand on le dit comme ça, on dit oui, évidemment. Mais en fait, on a peut-être un peu oublié ça dans l'industrie agroalimentaire pour aller chercher du prix ou en tout cas du temps de développement plus rapide. Donc voilà, sur du yaourt, ça peut être ça, typiquement, choisir des bonnes matières premières, du lait aussi qui est entier, pour avoir cette onctuosité, etc. Je vous passe qu'il est équitable, etc. Parce qu'on ne parle que d'ultra-transformation, mais on a plein de sujets chez Biocop. L'autre sujet pour supprimer les arômes, ça va être surtout ce qui est vanille, d'aller chercher des extraits de vanille plutôt que d'aller chercher des arômes de vanille. Donc là, en plus, nous, on va chercher des extraits. Et vu qu'on est Biocop, on veut aussi que ce soit une filière vanille qui soit durable, qui soit équitable, qui préserve l'environnement. Donc là, on est allé travailler vraiment avec les aromaticiens, les fournisseurs d'ingrédients pour aller leur dire, vous, qu'est-ce que vous avez dans votre catalogue qui pourrait répondre à tout ça. Et c'est des grosses contraintes. Hein. Aujourd'hui, on a que 2 extraits de vanille sur tout le marché des arômes des industriels français qui peut répondre à notre cahier des charges. Après, on allait aussi chercher dans certaines matières premières, je pense au chocolat de couverture qu'il y a sur les biscuits, là, il peut y avoir des arômes. Donc là, c'est vraiment l'analyse des fiches techniques. Ça, c'est via l'expertise de Kelly qu'on a pu aller fouiller sur ces sujets-là. Et puis parfois, il y a des produits, on s'est dit, on les arrête parce qu'en fait, ça fait pas sens d'avoir ce produit-là. Alors, il se vend, le produit, c'est le yaourt aromatisé qui est là. Il se vend très bien, c'est avec des arômes de coco, de vanille, de fraise. Et puis, je sais plus, citron, je crois. Ça se vendait super bien, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, pour nous, c'était un non-sens de l'avoir et donc on l'arrête. Donc, c'est des partis pris forts qui nous guident vraiment sur, se dire, si on veut réduire l'ultra-transformation, ça passe par ce que nous, on va proposer aux consommateurs. Il ne faut pas juste attendre que le conso change sa façon de faire ou prenne conscience tout seul. Il ne faut pas lui mettre toute la responsabilité. Il faut que nous, côté distributeur, on mette aussi un peu du nôtre et proposer les bons produits. Carole Galissant, j'imagine que dans une structure comme Sodexo, alors rappelez-nous quand même pour avoir un ordre de grandeur, combien de repas sont servis par, je sais pas, vous choisissez jour, mois? Il y a plus de 6 millions de repas servis aujourd'hui en restauration collective en France. Pour Sodexo, on est 36 000 collaborateurs, donc on est quand même... et on a 4 000 restaurants répartis sur tous les segments d'activité. Donc j'imagine que la question de l'ultra-transformation avec... une variable coût absolument centrale, une variable aussi approvisionnement centrale. Comment elle se pose cette question de l'ultra-transformation dans un groupe comme le vôtre? Alors, on n'a pas... Vraiment, le moment où on a commencé vraiment à activer, c'est à peu près il y a moins de 10 ans, il y a une petite dizaine d'années, on a travaillé surtout sur les perturbateurs endocriniens au démarrage. Et c'est là où la thématique des additifs, des plastiques, des pesticides sont sortis très vite et de savoir quelle allait être nos stratégies. Donc, on a commencé très petit sur les additifs au départ, parce que c'est pareil, ils sont tous acceptés. Donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on retire ou pas? Donc, on a fait des veilles, on a regardé ce qui se passait. On a regardé aussi ce qui se passait chez Ecocert, chez nos clients, parce qu'il y a des clients quand même. Et je trouve beaucoup, les sociétés de restauration aujourd'hui avancent beaucoup parce que aussi les clients sont demandeurs. Donc, en fait, ils nous boostent énormément. Par contre, on avait des listes, mais alors, on avait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on avait même des additifs qui n'étaient même pas présents en Europe et qui se retrouvaient dans ces listes d'interdits. Donc, ça a commencé comme ça. Et ensuite, l'ultra-transformation est venue assez vite, avec, par contre, un blocage en interne, pas un blocage en interne, mais une non-connaissance en interne. Donc, il a fallu aussi s'acculturer sur le sujet, essayer de former sur ces sujets. Donc, ça a été plutôt la prise de conscience de démarrage. Et là, on a commencé à regarder la totalité des lignes chez Sodexo. Donc, c'est 15 000 produits, 15 lignes de produits.
et je ne vous parle même pas de ceux qui sont locaux. Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Et il a fallu analyser. Et là, très vite, on s'est aperçu que le sujet était tellement vaste qu'il fallait s'attaquer au groupe d'aliments, enfin au groupe de produits qui étaient le plus impactés par l'ultra-transformation. Et ça a été très vite la biscuiterie, la pâtisserie, les plats cuisinés. Parce qu'en fait, dans les cuisines, enfin les gens peut-être ne se rendent pas compte, mais chez Sodexo, on a des cuisiniers dans des cuisines. Donc on cuisine dans des cuisines. Donc on prend du bœuf et on fait un sauté de bœuf. C'est-à-dire que le sauté de bœuf, il n'arrive pas tout fait. Par contre, pour faire ce sauté de bœuf, on utilise par exemple des fonds de sauce. Il y avait des fonds de sauce par exemple. Donc il fallait cleaner les fonds de sauce. Et ça, c'est un travail de dingue à faire avec des grands groupes comme Unilever. Donc quand vous allez voir Unilever en disant que son fond de sauce n'est pas ce qu'il faut, ça ne se fait pas en 2 jours. C'est en plus international, donc il y a vraiment des vrais freins techniques et notre poids n'est pas suffisant. Mais en tout cas, ça fait quand même avancer des lignes de produits, ou alors, le choix qu'on a fait, c'est de retirer les produits. Et je vous donne l'exemple des compotes, par exemple. Le choix a été fait d'aller dans les purées de fruits et de retirer toutes les compotes. Quand tu n'arrives pas à reformuler, en gros, tu retires ce qui ne te paraît pas cohérent. Et pour les charcuteries, et après, le deuxième levier qu'on a, c'est le menu lui-même. Comment tu construis ton menu? Et quand tu construis ton menu, ça veut dire reformer les diététiciens. Donc, on en a 250 chez Sodexo, leur expliquer ce que c'est que l'ultra-transformation. Moi, je suis diététicienne de formation. Je suis une très vieille diète. On ne parlait pas de ça avant. C'est-à-dire que si vous ne reformez pas les équipes, personne ne sait de quoi on parle. Ça n'est pas un sujet majeur. Donc, il faut réacculturer sur ces sujets et ensuite remodifier le menu. Donc, dans la construction du menu. Et une autre action, c'est de protéger des populations globales. Je vous donne l'exemple de l'aspartame. Aspartame cancérigène. Nous, on a dit stop à l'aspartame dès le moment où ça a été, on a été informé du sujet. On a décidé que chez les enfants, maternité, etc., on enlevait l'aspartame. Mais j'ai encore des produits avec de l'aspartame aujourd'hui. Et donc, c'est aussi une solution. C'est quand on n'a pas de solution de reformulation, c'est que tu protèges des populations ou tu retires carrément des catalogues des produits. Et il faut l'expliquer à nos clients. D'expliquer que non, ces produits-là ne rentrent pas pour telle et telle raison. Et c'est toute l'acculturation aussi de nos clients, des décideurs. Et si un client me demande une mousse au chocolat, comme la mousse au chocolat que vous m'avez montré tout à l'heure, à des enfants de moins de 18 mois, parce qu'ils estiment qu'une fois par mois, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre position? Et c'est ça qui est difficile quand tu es dans le service, parce que normalement, je suis censée répondre à un client et un cahier des charges. Donc, c'est la reformulation de la totalité de nos cahiers des charges et aussi d'essayer d'acculturer nos clients au maximum sur ces sujets. Mais Sodexo seul, pareil, on est du privé. Alors, je suis désolée, mais souvent, le privé, on est assez mal considéré. Donc, ma parole n'a pas de valeur par rapport à une Mathilde, par exemple. C'est-à-dire que si les scientifiques aujourd'hui, si la puissance publique ne nous aide pas à être très clairs sur ces sujets-là, ça va être aussi difficile pour nous, même si au plus profond, et il y a des personnes de l'équipe qui a travaillé sur ces sujets chez Sodexo dans la salle, le travail énorme qu'elles font tous les jours, d'essayer, alors c'est des femmes, de cleaner tout ça, il faut vraiment qu'on ait une aide très intéressante de la science pour nous aider à faire des bons choix éclairés. Alors je me retourne, merci beaucoup, je me retourne vers Julia Tertmann-Perrault. Donc vraiment cette question de l'ultra-transformation, elle est au cœur de l'action, enfin même de la raison d'être du collectif en vérité. Alors est-ce que vous pourriez déjà... des petites voix me disent que certaines personnes dans la salle ont encore des questions sur le collectif en vérité. Apparemment, ça existe. Donc bon, ce serait pas mal de résumer rapidement quelle est l'histoire, mais surtout l'action et les valeurs portées par le collectif. Et est-ce qu'il vous serait possible de nous faire une sorte, parce que Carole Galissant parlait de moi industriel, moi secteur privé, le secteur de la recherche, etc. Est-ce qu'il vous serait possible de faire, vous justement, avec votre expérience du collectif en vérité, une sorte de cartographie de ces acteurs qui sont impliqués à la fois dans une meilleure prise de conscience et puis aussi dans la construction de solutions concrètes et opérationnelles autour de ces thématiques liées à l'ultra-transformation? Oui.
Alors, du coup, rapidement, sur le collectif En Vérité, déjà, qu'est-ce que c'est ? Enfin, qui on est ? David l'a dit tout à l'heure en introduction. Nous, le collectif En Vérité, on aime bien se définir comme le mycélium des acteurs agroalimentaires pour la transparence et la transition agroalimentaire. Le mycélium, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas familier, le mycélium, en fait, c'est un acteur essentiel du monde vivant, puisque c'est le réseau de filaments souterrains qui relie les champignons entre eux et donc qui régit les interactions entre les différents organismes. Et en fait, le collectif En Vérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est déjà, on a nos adhérents, donc qui sont des acteurs agroalimentaires, de la coopérative agricole comme Dossi, aux distributeurs comme Biocop, en passant par des fabricants et tous les acteurs de la chaîne. On est présent du coup sur tout le marché. On a des grands acteurs et on a des plus petites startups innovantes comme Nudge. Donc dans le collectif, on a à la fois des produits bruts, du miel, les compagnons du miel, mais aussi des produits d'épicerie, etc. Donc l'avantage de ça, en fait, c'est qu'on maille le marché agroalimentaire. Et donc du coup, quand on a des problématiques à adresser, on peut adresser l'ensemble des enjeux de chacun des acteurs grâce à ce maillage-là. Et nous, en fait, notre objectif, c'est de faire avancer la transparence alimentaire, et notamment sur 3 piliers, bientôt 4. Les 3 piliers, donc en effet, la nutrition et le niveau d'ultra-transformation et des additifs est un pilier majeur. On a également l'origine comme pilier et l'impact environnemental et bientôt la juste répartition de la valeur, parce qu'on est persuadé, on a beaucoup parlé de prix, qu'en fait aussi c'est une question comment on répartit la valeur sur l'ensemble de la chaîne et entre les différents acteurs. Et donc ça, c'est pour la partie nos adhérents, mais on est aussi en contact assez régulier avec des membres du gouvernement, puisqu'on se définit un petit peu comme alors le terme fait un peu peur parce qu'il a une connotation négative, mais comme un lobby positif, donc apporteur de solutions, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir le monde politique, leur dit ne faites pas ça, on veut pas ça, nous au contraire on leur dit mais allez-y, il y aura des acteurs qui veulent soutenir votre démarche, modifier les lois, donner plus de transparence, etc. Donc voilà, on travaille avec eux et également avec les médias, les journalistes pour des prises de parole. Donc il y a quelques journalistes là dans la salle. Ils ont un rôle ici énorme de diffusion d'informations auprès des consommateurs. Donc voilà. Donc nous on essaye on entend souvent parler du triangle de l'inaction, entreprise, politique et consommateur, enfin citoyen. Chacun se renvoie la balle dans le jeu. Donc moi je bouge pas parce que lui bouge pas, etc. Nous en fait on essaie de mettre en mouvement l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir faire avancer ces sujets. Barthélémy, je me tourne vers toi. Justement, pour revenir un peu sur la jeunesse de Nudge, puisque là, j'imagine que votre projet, vous l'avez pensé aussi comme une réponse concrète à tous ces enjeux qu'on définit depuis le début de l'après-midi. Comment ça vous est venu, cette idée de créer un produit qui soit... Non, mais c'est bien, ça fait intimiste. C'est plus sympa. Oh on se croirait presque en boîte de nuit. On parle de Nudge, là, d'un coup, il y a une sorte comme ça de... oui, donc comment ça vous est venu, cette idée de créer un produit qui soit à la fois, qui soit non transformé, naturel, et, parce qu'on en a parlé beaucoup depuis longtemps, à un prix abordable? Parce que tu vas dire que je reviens toujours sur cette question du prix, mais c'est quand même central. Alors, comment on en est venu là ? On est parti du constat, quand on s'est lancé en 2020, que le végétal se développait très fortement, mais c'était principalement des simili à la viande, des simili carnés qui se développaient, donc chercher à imiter au maximum la texture, le goût de la viande, l'expérience de la viande. Et ça, malheureusement, quand on part du soja ou du pois, il n'y a pas de secret en fait. On est obligé de faire un produit ultra transformé. Et donc nous, on était convaincus qu'à cette époque, on n'en avait aucune idée chiffrée, précise, mais on était convaincus que ce n'était pas ce que cherchait le consommateur, et encore moins les flexitariens, c'est-à-dire ceux qui réduisent leur consommation de viande, qui sont globalement des gens qui font un peu plus attention à leur santé, parce que le premier vecteur de réduction de la consommation de viande, c'est la santé, avant le bien-être animal, avant la planète. Donc ce sont des gens qui sont très conscients de ce qu'ils mangent et qui vont essayer de réduire leur consommation de viande. Donc, proposer à ces gens-là des produits ultra transformés, alors qu'à la place, ils auraient mangé par exemple un blanc de poulet. Aussi, il y a énormément de viande qui est ultra transformée. 80% de la viande qu'on mange est ultra transformée. Mais quand même, il reste 20% qui sont des produits animaux mais naturels.
Donc proposer à ces gens-là, à la place d'un filet de poulet, un produit ultra transformé à 100%, ça nous semblait ça nous semblait aller à contre-courant de ce que cherchaient les consommateurs, et donc ne pas permettre la végétalisation et l'adoption du végétal par les consos. Donc on est parti de ce constat-là, et on a décidé donc de faire une marque 100% naturelle, c'est-à-dire sans ingrédients ultra transformés, grâce aux fruits du jacquier. Et ça nous permet quand même, parce qu'on parle beaucoup des freins, mais ça nous permet d'avoir une unicité. Et il est derrière toi, mais j'ai apporté un packaging. Normalement, je suis censé être objectif. Je ne fais pas du tout la publicité pour... L'intérêt, si tu le retournes, l'intérêt, c'est qu'on peut être transparent avec le consommateur. On a la liste d'ingrédients la plus grosse du marché. Ça prend la moitié de l'arrière de notre pack. Et donc, à un moment, quand on fait les choses bien et quand on se force à faire les choses bien, on peut aussi rétablir la confiance qu'il y a entre l'industrie et le consommateur, parce qu'il y a un vrai problème de confiance, surtout en France, où on rigole pas vraiment avec la nourriture, et il y a une vraie défiance entre l'industrie et les consos. Et donc, ça a cet avantage-là de pouvoir valoriser ce qu'on fait, en fait, et tirer parti de ce qu'on fait. Et pour répondre à ta deuxième question sur la question du prix, je ne connais que les alternatives végétales parce que c'est notre secteur, mais on est sur un secteur assez particulier où en fait c'est moins cher de faire du naturel. Si vous allez dans un rayon d'alternatives végétales, vous verrez que la galette de lentilles, elle est moins chère que le steak végétal ultra transformé, parce qu'en fait la protéine texturée que vous devez acheter à des grandes entreprises qui vendent de la protéine texturée, plus les arômes, plus les texturants, plus les additifs, les colorants, etc. Tout ça sont des matières premières chères. Ok, vous mettez 80% d'eau dedans, mais quand même, c'est des matières premières chères. Alors que nous, on part du jacquier, mais on peut partir aussi de la légumineuse. Le jacquier, 80% du jacquier dans le monde est laissé à pourrir. C'est de l'anti-gaspi. Donc, on vient valoriser une matière première qui n'est pas valorisée, qui sert à nourrir le zébu, par exemple, à Madagascar. Et donc, il y a un vrai intérêt économique aussi à valoriser ce fruit. Mais on peut trouver une équation économique qui fonctionne avec des produits naturels, et on le démontre, et on est encore un petit peu cher, mais parce qu'on est tout petit, et on sait que c'est aussi une question d'échelle. C'est très très important l'échelle. Je vais juste donner un exemple que j'ai appris récemment et que je trouve très marquant. Je parlais avec un industriel dans le saumon qui achète 1,50 € sa chair de saumon, 1,50 € du kilo sa chair de saumon. Donc c'est du vivant, on parle de produits vivants. Nous, on paye aujourd'hui 2,80 € le kilo de jacquier livré chez nous. Donc vous voyez aussi à quel point la massification, même quand on parle d'un produit comme de la chair de saumon qui a suivi toute cette partie d'élevage, de découpe, de surgélation, un produit brut fini qu'on peut utiliser à 100%, il le paye 2 fois moins cher que notre fruit qui est laissé à pourrir au Sri Lanka pour la filière qu'on a montée. Donc l'échelle aussi est hyper importante. Souvent, quand on dit que c'est pas rentable de faire du naturel, c'est qu'en fait, on a massifié. Et ce que permet l'ultra-transformation, c'est de massifier. Un exemple parlant aussi, 75% de ce qu'on mange vient de 12 espèces végétales, 5 espèces animales, 75% de notre alimentation. Donc forcément, en fait, quand vous êtes amidonnier, vous faites des volumes qui sont énormes, et ça vous permet en fait à la tonne d'avoir des coûts qui sont écrasés massivement. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on atteigne ces économies d'échelle avec des produits naturels. Et c'est tout à fait possible, tout à fait faisable à l'échelle industrielle. Cette question, elle s'adresse vraiment à tous les quatre dans votre secteur particulier ou avec votre approche soit sectorielle, soit globale, d'ailleurs, soit transdisciplinaire. À votre avis, à court, moyen et long terme, quels sont les défis à relever ? Marine Balmens. Alors les défis, je pense, il y en a plusieurs, en tout cas pour nous, côté Biocop. Premier défi, c'est de rendre tout ça compréhensible du conso, on l'a dit beaucoup, parce que nous, en fait, on s'est mis en action, donc on va dire que l'offre produit, maintenant, elle est là, c'est maintenant faire comprendre au consommateur ce qu'elle a de mieux. Et aussi pourquoi est-ce qu'elle est plus chère, on va sans doute me poser la question, mais de toute façon, Biocop, on a toujours l'impression que c'est hyper cher. Donc il y a ce sujet-là, rendre compréhensible le pourquoi. Nous, on a aussi beaucoup de combats, donc il y a aussi rendre... la mission de Biocop, c'est de rendre
compréhensible les différents sujets. Voilà, c'est un des sujets. Nous, on a de la chance d'avoir une marque qui est très présente dans nos rayons. On a 500 produits avec du coup 500 packs. C'est le premier vecteur de communication. Donc là, on va me dire, facile, toi, tu peux le dire sur tous tes produits. Tu as 500 produits, super. Tu peux parler d'ultra transformation. Sauf que moi, j'ai pas envie de parler que de ça, parce que en termes d'engagement, je travaille aussi sur les enjeux d'origine. Je travaille aussi sur quand même les enjeux nutritionnels. Et on sait que c'est un repère pour le conso, le Nutri-Score, sur le fait que ce soit bio. On parlait tout à l'heure, tu parlais, Julia, de la juste rémunération. Donc, c'est aussi un enjeu chez Biocop. Donc, il y a le commerce équitable. Et finalement, quand on voit tout ça, ça veut dire des logos, des logos, des logos. C'est pas que je veux pas mettre l'ultra transformation un énième logo, mais là je vais peut-être avoir un peu du mal. Et en plus, si je suis la seule entre guillemets marque à porter ce logo et à devoir en plus le faire connaître, je vais avoir des difficultés. Donc je pense que le premier enjeu, c'est d'arriver collectivement aussi à se mettre d'accord sur comment on exprime au niveau conso ce sujet d'ultra transformation. On parlait au départ du Nutri-Score avec le cadre noir pour un peu taguer, flaguer les produits ultra transformés. Peut-être qu'il faut aussi flaguer les produits non ultra transformés avec le cadre vert, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, il faudrait peut-être que collectivement, en tout cas, Biocop ne peut pas tout seul porter le sujet de l'ultra transformation. Donc il y a vraiment cet enjeu-là d'un point de vue conso. Et puis les autres enjeux, je dirais, c'est quand même effectivement l'accessibilité prix. Il y a le sujet du prix, de comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que cette bio exigeante, elle soit quand même accessible au plus grand nombre et pas accessible que une catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc il y a cet enjeu prix. Nous aussi, on a des travaux à faire en cours pour avoir un différentiel prix, on va dire maîtrisé, et puis voilà, rendre disponible cette offre. Je pense que c'est ça aussi, élargir l'offre, parce que réduire l'ultra-transformation dans son alimentation, la façon de le faire facilement, c'est de cuisiner soi-même. Mais la réalité, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément le temps. Donc c'est aussi de proposer des produits prêts à consommer, non ultra transformés, qui permettent aussi toujours de se faire plaisir. Et je dirais le dernier enjeu, c'est aussi sensibiliser au fait qu'il faut aussi accepter dans notre alimentation de changer certains codes, d'accepter des textures qui ne sont pas toujours régulières, des produits qui ne sont pas toujours standardisés. Il y a des très belles choses qui ont été faites avec les légumes moches dans plein d'enseignes différentes d'ailleurs. Je pense que ça, c'est presque devenu normal pour les consommateurs. Il y a peut-être d'autres choses à faire sur le yaourt. En fait, la texture du yaourt, elle change quand la vache, elle ne mange pas la même chose en fonction de la saison. Et ça, c'est normal. Il ne faut pas s'en inquiéter. Donc voilà, les grands enjeux. Julia? Oui, moi je voulais rebondir sur la multiplicité des logos et le prix. En fait, nous, au sein du collectif En Vérité, c'est justement ces deux points, ces pain points qu'on essaie de résoudre en voulant rendre obligatoire et homogène l'affichage en fait sur les 3 piliers qu'on mentionnait tout à l'heure. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le seul dénominateur commun entre tous les produits dans un rayon donné, c'est le prix. C'est la seule chose que vous avez systématiquement sur tous les produits. En revanche, si vous voulez savoir d'où ça vient, si vous voulez savoir si c'est bon ou pas pour votre santé avec le Nutri-Score ou le niveau d'ultra-transformation, ou si vous voulez savoir si le produit est bon ou pas pour l'environnement, vous n'avez aucune info homogène. Et donc, du coup, nous, c'est pour ça qu'en fait, avec le collectif, on travaille auprès des politiques, etc., pour réfléchir à un affichage intégral harmonisé, enfin homogène, que chaque marque apposerait un pack et qui permettrait en fait aux consommateurs en un seul coup d'œil de pouvoir comparer les produits entre eux et de pouvoir enfin comprendre les différences de prix entre les produits. Que pourquoi ce produit, le produit Nudge est plus cher qu'un tel, en fait, au niveau de la composition, il est clean, au niveau de l'impact environnemental, il est clean, etc. Pouvoir enfin donner les clés en tout cas de choix au conso et donc l'engager dans cette démarche-là. Et donc, du coup, nous, sur les défis à relever, je pense que vous l'avez compris, c'est mettre en mouvement justement le triangle de l'inaction. Donc, le petit triptyque, là, les politiques, pas évident en ce moment avec tous les changements. Casser le triangle. Voilà, c'est ça. Enfin, casser le triangle de l'inaction pour le mettre en mouvement et le rendre vertueux. Et donc, pas évident puisqu'on a fait pas mal de changements au niveau politique cette dernière année, mais en tout cas, on y travaille. Embarquer les grands acteurs du monde agroalimentaire
pour arrêter qu'ils se mettent des œillères et dire justement c'est trop compliqué, on n'y va pas. Et au contraire, leur montrer que c'est possible. Donc, on le voit avec des exemples de Biocop, on l'a vu avec Nudge. Au sein du collectif, on a quand on adresse ce sujet tous nos adhérents sont sensibles à ce sujet de l'ultra-transformation, qu'on soit une start-up ou un grand groupe. Et au sein des grands groupes, on en a qui sont déjà en reformulation, etc. Donc, c'est possible. On est passé, par exemple, sur une soupe chez Priméal de l'amidon de riz à la farine de riz, puis au pois cassé pour les P600. Et donc, voilà, ça permet, en tout cas, Enfin, c'est possible. Donc, voilà, en tout cas, les défis, c'est de montrer que c'est possible et surtout que c'est aussi la direction dans laquelle il faut aller. J'ai même plus besoin de passer la parole. Très bien. Écoutez, je vais m'asseoir, hein, ça va être... Alors nous, à court terme, pour moi, c'est toujours l'acculturation sur ces sujets. Et tant mieux, en tout cas chez Sodexo, si on est pionnier sur des retraits d'additifs, tout ça, on a à peu près 50 additifs aujourd'hui qu'on a retirés et on continue et on continuera. Et si ça fait bouger effectivement les industriels avec qui on travaille, ben, tant mieux. Donc ça, il faut continuer. Moi, ce que j'attends quand même, c'est des alignements au niveau de la puissance publique et des scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, nous, des sons de cloche un peu différents parce que ça ne nous aide pas, nous, à nous positionner. Et par rapport aux industriels, bah, effectivement, bah, tu ne bouges pas parce que, bah, comme tu ne sais pas, donc je ne bouge pas. Donc nous, on n'a pas envie d'être dans cette position-là. Donc même moi, à court terme, c'est de bouger aussi le syndicat de la restauration collective, parce que là, je vous ai parlé de Sodexo, mais on n'est pas tout seul. Et dans le syndicat, on est 87% de la restauration concédée en France. Donc il faut faire bouger tous les acteurs. Et ça, c'est aussi un enjeu qui est, à mon sens, majeur. Mais ce qui est aussi important pour nous dans la profession restauration, c'est qu'il faut redonner de la valeur aux cuisiniers et cuisiniers dans des cuisines. Donc aussi le personnel, parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que plus personne ne veut travailler en restauration en règle générale. Donc quand tu n'as pas de professionnels formés, bah, tu vas facilement vers les produits agro. Il y a plein d'établissements aujourd'hui, cliniques et hôpitaux, alors pas trop les écoles, mais plutôt dans le monde de la santé, qui ferment leur cuisine. Donc en gros, on envoie des barquettes et on réchauffe. Hein. Enfin, c'est la réalité aujourd'hui de notre monde. Donc c'est comment on remet donc des cuisines et des cuisiniers dans la donne. Et ça, c'est pas simple. Alors j'espère à moyen terme, c'est qu'on arrive à enfin sortir la fameuse NANC, la stratégie nationale alimentation climat, nutrition climat, parce que pour nous, elle va être fondamentale pour avoir enfin une stratégie globale et pas avoir... Alors nous, on a souvent 3 ministères avec lesquels on travaille et que tout le monde soit à peu près aligné pour qu'on n'ait pas des injonctions parfois contradictoires. Donc ça, c'est des enjeux un peu plus politiques, mais je n'y croyais pas avant. Il y a 30 ans, moi, je pensais beaucoup que de façon volontaire, quand on voyait la difficulté qu'on avait au niveau nutritionnel, au niveau environnemental, bah, chacun est allé dans son secteur bouger. Bah, malheureusement, au bout de 30 ans, je m'aperçois que ça ne suffit pas. Alors, consommateur, moi, je l'ai beaucoup défendu et je le défends encore. Il faut lui donner de l'information, le Nutri-Score, tout ce que vous avez dit. Mais il faut arrêter de tout mettre sur le consommateur. Il ne peut pas choisir tout le temps seul. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui n'ont pas la capacité de choisir et qui ne peuvent pas choisir. Et c'est changer l'offre globale alimentaire en France. Et donc, tout le monde doit prendre le sujet. Et malheureusement, je pense qu'on sera obligé de passer par la puissance publique et sûrement des réglementations. Voilà. Barthélémy, Tu peux répéter ta question ? les défis à court, moyen, long terme. Merci. J'écoutais en fait vraiment attentivement après. Tu n'écoutais pas, tu buvais les paroles. C'est ça. Un des gros défis, et ça me rappelle ce que Sophie Landau évoquait, le fait de retravailler les procédés. Nous, on est en train de travailler avec l'UMR Cali Sud, qui est un institut de recherche sur les produits exotiques, pour identifier les variétés de jacquier et pour bien comprendre comment la variété va avoir un impact sur la qualité de la pulpe. Et on se rend compte que, alors c'est évidemment pas mon métier de base et on doit s'informer en fait là-dessus. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait 200 variétés de jacquier différentes, rien qu'au Mexique. Au Sri Lanka, là où on va le chercher aujourd'hui, on n'a aucune information là-dessus. Et donc un de nos défis, c'est ça, c'est de mieux comprendre la matière première qu'on utilise, réussir à optimiser la culture et ensuite le procédé de transformation de la pulpe pour avoir des produits qui soient toujours meilleurs et toujours mieux adaptés. Donc on a un vrai enjeu de développement de produits et puis un enjeu aussi, je l'ai évoqué, de scalabilité, de passage à l'échelle,
parce qu'aujourd'hui, on est un produit qui est quand même abordable, mais on est clairement cher par rapport à de la viande, je l'ai évoqué, ou du poisson, trop cher au kilo, et ça passera par un passage à l'échelle. Merci à tous les quatre pour vos retours, vos analyses. On a un petit peu de temps pour prendre des questions. Alors, j'en vois une, là, déjà, dans le... Monsieur, voilà. Merci. Oui, bonjour, Stéphane de Vandeuve, je suis journaliste pour Terragora. J'avais deux questions. La première, c'est parmi les freins que vous avez évoqués, je voulais savoir si la proposition de loi qui a été votée hier, je crois, à l'Assemblée nationale, à l'initiative du groupe écologiste sur une sécurité sociale alimentaire, ça pouvait éventuellement vous aider à lever des freins. Je crois, sans rentrer dans le détail, que chaque Français se retrouverait avec une certaine somme pour pouvoir mieux manger, mieux s'alimenter. Et la deuxième question, c'est quel lien avez-vous éventuellement développé avec, on est dans la faculté de pharmacie, donc par exemple avec l'Académie de pharmacie qui a développé un département santé environnementale, et finalement dans la santé environnementale on retrouve la nutrition, voire avec les associations de patients comme France Asso Santé, puisque les rapports entre nutrition et santé ont été clairement développés au cours de la première partie à laquelle je n'ai pas assisté, mais en tout cas à travers le microbiote et autres, on sait qu'aujourd'hui c'est intrinsèquement lié. Donc quel lien avez-vous développé sur le plan institutionnel avec des professionnels de santé tels que l'Académie ou des associations de patients? Merci. Quelqu'un veut-il se lancer? Carole Galissan. Alors moi, pour la thématique nutritionnelle pure en restauration, quand même, on a des recommandations nutritionnelles. Alors la seule qui est obligatoire aujourd'hui, c'est pour le monde de l'enfant. Sont en train d'être analysées au niveau de l'ANSES aujourd'hui, celle pour le monde pénitentiaire. On est en train de travailler sur les crèches et demain, on va s'attaquer plutôt fin d'année 2025 aux EHPAD. Donc, on a quand même un cadre de recommandations qu'on est censé suivre en France. Alors, du CNRC, du Conseil national de la restauration collective, qui émane de la loi Egalim pour pouvoir la mettre en avant. Mais à la différence des autres recommandations qui ont été faites les années précédentes, ça va être vraiment... ça passe dans les mains de l'ANSES pour voir si les propositions qui ont été faites sont cohérentes. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que les recommandations nutritionnelles en France en restauration collective émanaient du ministère de l'économie, pas du tout de la santé, de l'économie. Et donc aujourd'hui, ça revient, je dirais, dans sa maison mère, ce qui est plus logique. Pour votre première question, je pense que ça pourra peut-être aider, mais malheureusement, je pense qu'il faut quand même guider le consommateur. Je pense que ça ne suffira pas, en fait, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas, quand on va dans un supermarché, la première chose que je vois, moi, ce n'est pas des légumes et des fruits. C'est d'autres produits, en fait. Donc, en gros, oui, c'est encore mon histoire de consommateur. Je veux bien que ça soit toujours consommateur, mais malheureusement, il est quand même un peu paumé dans cette manne de produits. Mais j'espère que ça les aidera, effectivement. Pour la précarité alimentaire, en tout cas, c'est essentiel. Mais ça veut dire que vous n'avez pas été consulté en amont par les écolos, par le groupe écolo, pardon. Alors, au Conseil national de l'alimentation, dont je fais partie, mais il y a toute la filière, c'est des discussions qui ont été mis au jour avec des consensus mous. C'était pas... ça a été beaucoup de discussions, mais le problème des avis du CNA, il y a beaucoup de professionnels de très très haut niveau, beaucoup d'auditions, et ça permet quand même, c'est quand même le Parlement de l'alimentation dont on discute. Sauf qu'après, c'est comment on passe à l'acte. Et moi, ça fait plus de 15 ans que j'y suis, et on voit beaucoup d'avis de très haute qualité, mais on n'arrive pas à passer à l'action, en fait. Et la problématique, enfin, ce que je trouve, c'est que c'est génial, on parle super, mais dans la praticité après, on a du mal. Et rien que sur l'arrêté scolaire, on avait un premier test en 1971, on a attendu en 2001 pour avoir des recommandations, pour attendre un arrêté en 2011. Donc, si vous voulez, et là, aujourd'hui, la loi climat résilience et la loi Egalim sont sorties dans les années 2019-2020. On est en 2025, on n'a toujours pas d'arrêté scolaire. C'est ça, aujourd'hui, la difficulté qu'on a dans le pas de temps d'action.
Ou Marine, vous voulez... Non, mais juste en complément des éléments qui ont été apportés sur la sécurité sociale alimentaire. Alors, je ne sais pas si Biocop a été interrogé, etc. Je ne saurais pas vous dire à mon niveau. J'ai pas les informations. Après, c'est sûr que ça peut-être aider. Après, nous, je sais que pour la difficulté pour Biocop, c'est que même des consommateurs qui ont les moyens ont déjà l'image Biocop c'est cher, donc ne passent déjà pas à la porte des magasins. Donc je ne sais pas si le fait d'avoir le petit chèque en plus de la sécurité sociale alimentaire va suffire à passer la porte des magasins. Il y aura encore d'autres enjeux. Et puis sur la deuxième question, sur les liens avec les professionnels de la santé, etc., Biocop n'a pas activé ce sujet-là. Je crois qu'il y a une question à droite. Enfin, à votre gauche, mais à notre droite. Bonjour, donc Gauthier Gétéquel, je suis cofondateur de la société Brédial. Et donc je suis fabricant de produits traiteurs, donc traiteurs agroalimentaires qui sont vendus en grande distribution et également dans les réseaux spécialisés bio. Et donc nous, ça fait 27 ans qu'on a activé le fait de supprimer les additifs dans nos fabrications, sachant qu'aujourd'hui encore, le traiteur agroalimentaire est l'une des pires catégories en termes de chimie alimentaire. Donc je voulais rejoindre Sodexo sur le fait que d'être pionnier, c'est pas facile et que il faut s'accrocher parce que nous, on a réussi. Aujourd'hui, on fait des salades et des plats, on a à peu près 80 recettes et on a vraiment supprimé toute l'ultra-transformation et tous les additifs. Donc c'était déjà un encouragement, il faut continuer. Et je vous rejoins sur le fait que on est un peu seul parfois, nous les pionniers dans la naturalité, et on aurait besoin effectivement que les pouvoirs publics fassent des choses pour nous parce que on se retrouve vraiment seul face à l'industrie agroalimentaire et c'est assez compliqué. Et moi, je voulais vous poser quand même une question sur le fait que depuis le début de l'après-midi, on se focalise sur... donc Sodexo a permis d'ouvrir un petit peu la porte, mais sur la distribution en magasin, donc bio ou pas bio, mais que l'ultra-transformation, en fait, est partout. Et si vous allez dans les salons spécialisés, j'étais au CIRA il y a quelques jours, le plus grand salon français de la restauration, c'est totalement hallucinant. Il y avait aucun stand qui mettait en avant le fait d'être naturel, le fait d'être sans ultra-transformation. C'était le fun, le plaisir, le goût, et c'était vraiment du grand n'importe quoi. Au même titre que le CFIA, je ne vous ai pas vu si vous y étiez, parce que vous n'étiez pas nombreux. Nous, on n'avait pas de stand et on ne pouvait pas le faire. Et le CFIA, qui est le salon, le plus gros salon français de l'agroalimentaire, et pareil, donc il y a soi-disant la thématique abordée, mais c'est autrement la fête de la chimie. Donc, voilà, comment vous voyez ça? Parce que là, si on se focalise sur les packaging, sur les produits emballés dans la grande distribution, en fait, on ne touche pas du tout à la boulangerie-pâtisserie, à la restauration, etc., etc. Et le problème, il est partout. Alors, on peut peut-être... déjà, nous, au sein du collectif, en vérité, on a élargi aux parties prenantes, etc. Donc, si vous voulez vous sentir moins seul, vous pouvez nous rejoindre dans ces combats. Non, mais en vrai, voilà, on est, comme je le disais, le mycélium des acteurs agroalimentaires. Donc, nous, notre objectif, c'est de réunir tout le monde. Et le plus nombreux on sera, justement, le plus de voix on aura. Donc, ça, c'est assez important. Et sur la deuxième question, je ne sais plus ce que c'était... Ah oui, et en effet, on partage. Nous, au départ, c'est vrai qu'avec le collectif, on était plus focalisé sur les marques présentes en grande distribution et le supermarché classique. Mais on a ces discussions en effet sur l'ensemble de la restauration au sens large. Et en effet, on partage le même constat que vous, malheureusement. Peut-être en complément, moi c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de Biocop en tant que magasin parce que c'est quand même le cœur de notre activité. Mais nous on a aussi une filiale Biocop Restauration qui travaille pour la restauration commerciale et collective. Donc c'est une petite filiale aujourd'hui, mais c'est aussi l'objectif, c'est aussi de rendre cette bio exigeante visible hors de nos magasins et accessible à tous. Donc potentiellement porter aussi les enjeux d'ultra-transformation à l'extérieur, à notre échelle, quoi. Le rôle de modérateur, c'est certes de déguster de la mousse au chocolat, mais c'est aussi malheureusement d'être un petit peu autoritaire et donc de devoir mettre un point final. Bon, voilà. Horizontalité, j'ai bien compris. Voilà. Okay. Allez, la dernière question. Donc, bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas encore vu. Donc Marion Van Lissum, fondatrice de Foodea, et on a lancé il y a quelques temps l'application Tico, donc pour la transparence de l'information pour les consommateurs. Et ma question, du coup, c'est plutôt, alors parce que là on a beaucoup parlé d'ultra transformation, un peu parlé de transparence, mais ce serait plutôt parce que nous avec l'application, en fait, on propose un cadre
on propose une définition à cette transparence, parce qu'aujourd'hui, la transparence, c'est un mot qui brûle un peu les lèvres, qui est souvent galvaudé. On a des marques qui parlent de transparence. Alors, ce n'est pas le cas du collectif, des marques qui sont membres du collectif En Vérité, mais je vois ce qui s'est passé avec Björk, notamment, en disant on affiche le Nutri-Score, on n'affiche plus le Nutri-Score, on n'affiche plus le Nutri-Score, on affiche le Planet Score, enfin voilà, et on parle de transparence. Est-ce que vous ne pensez pas que la première étape au niveau des pouvoirs publics serait peut-être de définir ce qu'est la transparence, de poser un cadre légal à quelles sont les informations essentielles et quels sont les référentiels qui peuvent répondre aux évaluations produits sur ce qu'est la transparence, quelles informations on doit avoir en tant que consommateur. Je vous demanderai de répondre brièvement pour ne pas prendre trop de Très bon point. retard. Voilà. Non, mais c'est en effet un vrai sujet et d'ailleurs on se heurte aussi parce que vous devez le savoir, tout ce qui est réglementation sur les packaging, c'est lié au règlement INCO, donc ça se passe au niveau de l'Union européenne. Donc au-delà en fait de la réglementation au niveau national, en fait c'est aussi au niveau européen que ça va se jouer. Donc c'est en effet une difficulté supplémentaire. De s'accorder sur ce qui est obligatoire d'afficher et dans ce cadre-là en fait quelle transparence avoir sur quel sujet, tout ça c'est malheureusement on peut pas le décider uniquement au niveau national quoi. Très bien, abondons. Donc, je remercie vraiment les 4 participantes et participants pour cette table ronde et je cède la parole pour quelques mots de conclusion. Merci à eux, oui, je crois qu'ils méritent d'être applaudis. Avant la conclusion,